Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue, bienvenue. On attend encore quelques minutes pour que tout le monde se connecte. Oui. Pendant qu'on attend, écrivez s'il vous plaît dans la petite section les questions. Si vous m'entendez bien, on ne partage pas encore l'écran. Attendez quelques minutes, quelques secondes. Et on va commencer. Écrivez s'il vous plaît. Si vous voyez la section les questions, que tout est bien, vous m'entendez. Oui, s'il vous plaît. Écrivez s'il vous plaît. Si vous voyez bien l'écran. Oui. Oui, merci. On m'a déjà répondu parce que c'est très important que vous m'entendez. Et maintenant, écrivez encore si vous voyez l'écran. J'espère bien que vous le voyez. Il y a déjà des participants. J'espère bien que tout le monde se voit. Tout le monde voit l'écran et tout le monde m'entend. S'il vous plaît. Encore une fois. Oui, tout est bien, merci beaucoup. Ok. Ouais, je suis tranquille que vous voyez. Et encore une fois, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire consacré à la favorisation de l'interaction dans les classes, dans les groupes, dans les sous-groupes aussi, non seulement dans les écoles, mais dans les autres établissements où on apprend la langue française. Et je m'appelle Julie Tansura, je suis méthodiste de FLE, oui, français comme une langue étrangère, ou autrement dit, je suis un délégué pédagogique et j'espère que vous allez aimer ce webinaire et qu'il va être utile pour vous et pour votre travail à l'école, et non seulement à l'école, comme j'ai déjà dit. Ok, on va commencer. Donc, tout d'abord, aujourd'hui, on va parler non seulement comment favoriser l'interaction, mais aussi on va parler de projets, oui, d'exercices, d'activités qui pourraient aider à vous, oui, à tous les professeurs dans cette affaire difficile d'unir le collectif. Et il faudrait dire obligatoirement qu'avant de choisir son métier, l'enseignement, chaque enseignant a été élève. Et l'image qu'il se fait de son nouveau rôle dépend plus de ce qu'il a vécu que dans la formation pratique qu'il a reçue. Et en tant qu'élève, il a eu de bons profs et de mauvais profs. Dans sa classe, l'enseignant aura naturellement tendance à copier les attitudes de ceux qu'il considérait comme étant les bons profs. Et la didactique des langues a évolué. Elle s'est enrichie des apports d'autres disciplines autrefois ignorées de l'école. La linguistique appliquée à l'enseignement des langues, la psychologie, la sociologie, l'ethnographie de la communication, l'analyse de discours,
la pragmatique et les diverses technologies que l'on continue à appeler nouvelles. Oui. Aujourd'hui, si les démarches d'enseignement des langues restent souvent plus traditionnelles dans les systèmes scolaires que dans les centres de formation qui reçoivent des publics non captifs, elles se sont cependant beaucoup améliorées. Les manuels actuels se réclament à peu près tous des principes méthodologiques décrits dans le cadre européen commun de référence. Premièrement, on sollicite très vite chez l'élève des capacités intellectuelles complexes. Deuxièmement, on admet que chacun apprend à son rythme et qu'il existe autant de stratégies d'apprentissage que d'apprenants. Et finalement, on ne reconnaît que ce qui est découvert par la réflexion et la comparaison avec la langue maternelle est plus utile que ce qui est appris par cœur. Maintenant, vous voyez une question. Quels sont vos critères déterminant un bon professeur? Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires ce que vous en pensez. Peut-être, je pourrais vous aider, peut-être mes questions encore. Comment vous pensez quelle doit être son expérience? Oui, l'expérience de ce professeur. Doit-il être âgé ou doit-elle? Oui, si c'est une femme, doit-elle être âgée ou jeune? Doit-il avoir obligatoirement un diplôme d'études supérieures? Est-ce que vous êtes pour ou contre le diplôme supérieur pour un professeur? Quel doit-il être ses traits de caractère? Par exemple, doit-elle ou doit-il être calme, tranquille, sage, expérimenté, actif, etc. Et pendant que vous répondez, je voudrais vous rappeler, vous dire que après une heure, oui, après la fin de ce webinaire, dans une heure, vous allez recevoir le certificat où vous allez voir qu'on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Et moi, je ne vois pas encore vos réponses. Attendez, s'il vous plaît. Oui, patient, quelqu'un a écrit, très bien. Patient, oui, je suis d'accord, c'est très important. Quelqu'un autre, quelle doit être cette personne? Oui, actif et créatif, oui, c'est ça, c'est très bien. Oui, à mon avis aussi, créatif, c'est très important. Je crois que oui, acteur, surveillant, peintre, scénariste, oui, c'est très bien. Olena Opanasenko, merci beaucoup, c'est une réponse très ouverte. Doit être expérimenté, oui, Rina Varava, je suis d'accord. Curieux et pousser les élèves à poser des questions. Bienveillant, oui, c'est ça une bonne réponse. Responsable, actif, passionné, doit être actif. Merci beaucoup, c'est ça. Je suis très ravie que vous répondez. Ok, on va continuer. Et maintenant, regardez s'il vous plaît les images. J'espère, non, vous ne voyez pas encore. Ah oui, maintenant peut-être oui. Les types de groupes. Regardez, il y a deux images. Le groupe de classe et un sous-groupe. Les enseignants pensent
que la gestion des activités en petits groupes de travail est un luxe, oui, car elle dépend du nombre d'élèves dans la classe et de ce fait, sans en être totalement satisfaits, ils reproduisent les schémas selon lesquels ils ont vécu la relation enseignant-élève, oui, où le savoir, le plus souvent, était transmis de façon verticale, avec l'enseignant en position de domination vis-à-vis du groupe classe, lui-même en position de réception, voire de suggestion. Et en France, les effectifs des classes de langue ne dépassent pas 20 à 25 élèves, ce qui permet aisément de passer, du moins pour quelques activités, de cette relation verticale à une relation beaucoup plus égalitaire, moins scolaire, d'horizontalité. Et dans ce type de relation, le savoir se transmet toujours, mais dans une relation d'égal à égal qui place l'enseignant dans une position d'animateur. Et il invite l'apprenant à construire son propre savoir au lieu de le lui dispenser. Et l'apprenant à qui l'on va demander de réaliser une activité de découverte ou de création va solliciter des capacités actives, devenant ainsi l'acteur de son apprentissage. Maintenant, ok, maintenant regardez encore une question. Et concrètement, comment organiser les activités de sous-groupe? Vous voyez bien la première réponse. Je vais vous dire la deuxième. Les consignes, je vais vous dire, oui, la deuxième, les consignes doivent être courtes, claires et précises. L'enseignant s'assure en passant dans chaque groupe qu'elles ont été bien comprises et qu'aucun sous-groupe ne s'engage dans une fausse piste. Aussi, le travail en sous-groupe doit avoir une durée précise, bien sûr, définie à l'avance et que l'enseignant doit faire respecter. En plus, bien choisir le niveau de difficulté de la tâche à réaliser implique que les compétences des élèves vont s'appliquer non pas aux résultats immédiats, mais au déroulement des étapes qui mènent à la réalisation. Et finalement, le sous-groupe rompt la monotonie du grand groupe. Il offre la possibilité à chacun de prendre enfin des initiatives individuelles. Donc, c'était la fin de notre introduction pour aujourd'hui. Et maintenant, vous allez voir notre premier exemple d'aujourd'hui. Oui, maintenant, vous voyez, j'espère. Donc, c'est un exemple tiré du manuel tendance niveau A1. C'est plutôt le manuel. Aujourd'hui, on va observer les manuels pour les écoles primaires, secondaires et les classes terminales. Donc, maintenant, c'est un exemple plutôt pour les classes terminales et l'école secondaire. Maintenant, regardez s'il vous plaît, en exercice à gauche, numéro 8, dialoguez avec votre voisin, voisine, présentez-la à la classe. Donc, cet exercice constitue une reprise des éléments vus et un entraînement à l'épellation. Donc, premièrement, mettez en œuvre cette activité à l'intérieur de sous-groupes et constituez des sous-groupes de 3, par exemple A, B, C, ou 4 élèves A, B, C, D, et invitez-les à faire l'exercice entre eux. Et les schémas interactifs et de production orale pouvant être alors A, B, A, C, oui, parlent entre eux, ou AS, BS, etc. Donc, vous pouvez engager tous les élèves dans cet exercice.
et aller vers les différents groupes afin de contrôler si l'exercice se déroule bien et faites corriger ou si celui n'est vraiment pas possible pour les élèves, corriger par vous-même. Oui. Donc la durée de cette activité est maximum 10 minutes. Maintenant, un exercice à droite. Alors, en avance, en retard, il s'agit de faire réaliser des petits jeux de rôle par les élèves. Donc, premièrement, constituez ou faites constituer des sous-groupes de 2 ou 3 élèves. Invitez les élèves à bien lire la consigne de l'exercice ainsi que les situations indiquées sur chaque photo. Demandez éventuellement aux élèves s'ils ont des questions à propos de ces situations. Faites alors en sorte que d'autres élèves y répondent ou, si nécessaire, bien sûr, répondez-y par vous-même. Afin de préparer les élèves à cette interaction orale, il est possible de réaliser cet exercice soit en plénum ou soit en sous-groupe, bien sûr. Pour la première situation, sur la photo à gauche, il est préférable de faire tirer au sort par les élèves le rôle qu'ils vont jouer, celui de la personne qui attend, soit celui de la personne qui arrive en retard, et accorder ensuite un temps de réflexion ou préparation aux élèves, donner leurs 5 minutes, cela doit être suffi comme ça. Maintenant, je vois que peut-être il y a quelques questions. Ah oui, c'est encore les réponses pour ma question. Ok, merci beaucoup que vous répondez. On va avancer. Ok, vous voyez un autre exemple de pixel niveau A1. Je crois que parmi vous aujourd'hui, il y a au moins la moitié qui connaît ou qui travaille avec ce manuel, cette série de manuels, parce que le Pixel Nouveau, c'est une série assez nouvelle, mais simplement Pixel, c'est assez vieux comme ça. Ok, on va regarder. Donc, c'est un projet, c'est un grand projet, parce que dans le manuel Pixel Nouveau, à n'importe quel niveau, A1, A2, B1, etc., on vous propose toujours à la fin de chaque unité, d'organiser un projet dans votre classe. Et surtout, ce sont les projets assez intéressants et passionnants. Maintenant, vous voyez un projet qui s'appelle Parler de votre ville, sur un blog. Et donc, premièrement, on va parler de la préparation du projet. Et avant de faire choisir son quartier préféré de la ville, il peut être utile de lister en grand groupe les principaux quartiers de la ville et les principales attractions qui s'y trouvent, avec un accent particulier sur celles qui attirent davantage les apprenants. Et vous pouvez coller au mur ou placer sur une chaise le nom de chaque quartier et ajouter au fur et à mesure des étiquettes. Il sera alors très facile de constituer et éventuellement d'équilibrer les groupes de travail en demandant aux apprenants de se mettre près de la feuille correspondant au quartier de leur choix. Et il est important de souligner que le projet porte sur une seule et même ville et que chaque équipe devra travailler sur un quartier différent, en choisissant les endroits qu'elle veut mettre en valeur. La présentation se fait depuis la perspective des adolescents et est destinée
à d'autres adolescents. Par conséquent, elle peut et elle doit même différer de celle que pourrait inclure un guide touristique classique. À partir du corpus initial constitué lors de l'étape précédente, les groupes complètent la liste d'attractions, sélectionnent les plus pertinentes et cherchent des images. OK. Maintenant, un autre exercice, encore tendance A1. Ici, il y a deux exercices, numéro 6 et numéro 7. On va maintenant parler un peu de l'exercice numéro 6 qui s'appelle rapporter un appel téléphonique. Donc, première position de mise en œuvre. Donc, pour plus de réalité, faites écouter le document sonore à la moitié des élèves de la classe, c'est-à-dire à l'un des deux élèves de chaque sous-groupe. Les élèves notent les phrases de l'appel. Donnez ou proposez aux élèves les questions à poser dans l'ordre. Par exemple, les élèves du groupe A demandent « Qui est ce ? Qu'est-ce qu'il dit ?» Et les élèves du groupe B, ils interrogent, ils répondent, puis ils rapportent les paroles. Donc, tous les élèves vont travailler et bien sûr, le professeur circule parmi les groupes pour vérifier, pour corriger. L'exercice numéro 7 nous propose d'apprendre les deux verbes et d'apprendre la différence parmi ces deux verbes, savoir et connaître. Donc, il est nécessaire avant l'exercice, bien sûr, de faire découvrir aux élèves la différence entre les verbes savoir et connaître. Il y a deux possibilités, soit en situation en classe de façon inductive et soit à l'aide des phrases, soit à l'aide de façon déductive. Donc, la première approche, par exemple, vous pouvez poser des questions comme « Vous connaissez Madame ou Monsieur X ?» Oui, et vous pouvez proposer un nom d'un professeur qu'ils connaissent, oui. Après, vos élèves vous répondent. Les questions encore comme « Vous connaissez son prénom ?» Vous savez où il ou elle habite? Vous savez quelle langue il ou elle parle? Et toujours, vos élèves vous répondent. Ajoutez après, par exemple, moi je sais parler le plus la langue, oui. J'ai appris cette langue à l'école. Après, vous connaissez la chanson, vous savez ses paroles et comme ça. Donc, on peut poser des questions avec ces deux verbes sans cesse. Donc, il est préférable encore de compléter les élèves en sous-groupe après ensemble ou individuellement avec ensuite mise en commun des réponses en 5 minutes au maximum. Donc toujours, quand vous avez déjà divisé vos élèves en sous-groupes, vous pourriez vérifier s'ils ont bien compris la tâche et s'ils répondent bien et correctement à ces questions. Maintenant, un autre exemple. Encore, je vois des questions. Attendez, s'il vous plaît, peut-être. Je vois une question, Madame Irina Ouraïeva, si j'ai bien lu, désolé moi si j'ai mal lu. Vous m'avez posé la question, je pourrais répondre, mais à la fin du webinaire. Merci pour votre question, je vais répondre, mais à la fin. Maintenant, on va continuer. Vous voyez
un exemple tiré de manuel pour les écoles primaires. Oui. Jeu d'orange niveau A.1, A11. Oui. Ici, ce manuel aussi nous propose des projets. C'est déjà le projet qui touche, qui est lié avec le thème de l'école. Et donc, l'objectif principal, c'est l'exploitation du vocabulaire, oui, et motiver les élèves à communiquer en français. Durée de cette activité, au maximum, en classe, après avoir organisé cela peut-être à la maison, à domicile, c'est 15 minutes. Peut-être aussi, la participation pourrait être par groupe de 4, oui, de 4 élèves. Donc, premièrement, demander aux élèves d'observer les vignettes de la BD sans lire le texte et demander comment va les personnages de cette photo, de cette image. Peut-être faites lire les petites phrases ici. Et astuce pourrait être, pour comprendre quelques mots nouveaux, ça pourrait être pour mémoriser les sons et pour identifier les sons, oui, pour mieux comprendre l'exercice. Vous pourriez jouer en une petite scène en imaginant les sons. Et bien sûr, oui, les élèves auront besoin d'un modèle phonétique, pour jouer la scène, et le professeur lit les répliques à voix haute et demande aux élèves de répéter après lui. Attendez, s'il vous plaît. Donc, encore une fois, quelques jours avant de réaliser ces tâches, on peut demander aux élèves de prendre des photographies de l'école et de la salle de classe. Et le professeur se chargera de prendre une photographie du groupe et toutes ces images pourront être collées sur le tableau, par exemple. Et plier une feuille de papier en 4. Premièrement, vous pourriez diviser une classe en sous-groupes et après plier une feuille de papier en 4 et demander à chaque élève d'écrire sur la première page le nom et l'adresse de l'école, puis de dessiner l'école. Faites écrire le texte de présentation de l'école et aussi vous pourriez décorer. Vous pourriez la décorer avec des photos. Si on désire utiliser les nouvelles technologies, demandez aux élèves de préparer un PowerPoint, oui, avec les photos qui ont été prises antérieurement. Maintenant, encore deux exemples de pixels nouveaux A1. On va regarder maintenant un exercice à gauche. Numéro 4, enquête et interroge tes camarades. Donc, l'objectif, c'est de réaliser une enquête sur les goûts et ses camarades. La durée de cette activité au maximum est 10 minutes. Et la participation pourrait être 2 par 2 et en grand groupe. Pour réaliser cette activité, les élèves doivent réinvestir les structures et le lexique sur les animaux travaillés jusqu'à maintenant. Avant de commencer l'activité, le professeur propose un exemple. Il pose les questions suivantes à un élève. Par exemple, les questions. Quel animal tu aimes? Quel animal tu n'aimes pas? L'élève répond au professeur. Le professeur dit ensuite, par exemple, un élève, Victor, il aime les chiens, il n'aime pas les tortues. Et par groupe de 2, les élèves se posent les mêmes questions et y répondent. L'exercice numéro 3, à droite, l'objectif, c'est
réinvestir les notions étudiées précédemment et utiliser le mime pour communiquer. La durée, c'est 10 minutes et la participation par groupe de 4 ou 5 élèves. Donc, la tâche proposée maintenant permet aux élèves de consolider le lexique du corps et tout d'abord demander aux élèves de lire la consigne et d'observer le dessin. Et après, le professeur demande alors d'expliquer la consigne. À ce stade, les élèves auront sans doute des difficultés à s'exprimer en langue française, mais ils peuvent le faire en langue maternelle, car le but poursuivi ici est d'ordre stratégique. Un exemple tiré de Manuel Tendance A1, encore un projet, présenter une ville. C'est déjà un projet pour les élèves, pour les adolescents, et parce que le livre est assez difficile, compliqué. Donc, s'il y a aujourd'hui les professeurs qui travaillent avec les classes terminales et qui sont intéressés par les projets, donc ça sera utile, intéressant pour vous. Donc, l'objectif, c'est savoir présenter une ville. Oui, et pour le déroulement de ce projet, il est préférable de constituer des sous-groupes de 3 élèves si la classe compte environ 15 élèves, oui, ou de 5 élèves si le nombre d'élèves est plus important. Ici, ce projet nous propose une ville, c'est Bruxelles, oui. Donc, la première tâche, c'est de situer une ville. Située Bruxelles, en Belgique, ou si vous avez choisi une autre ville, choisissez-la sur la carte. Oui. Indiquez les frontières de la Belgique ou du autre pays. Oui. Maintenant, après, distribuez une carte de Belgique aux élèves ou affichez-en une dans la classe. Les élèves individuellement ou en sous-groupe. Premièrement, ils observent la carte et situent la ville, oui, Bruxelles. Deuxièmement, ils observent ensuite quels sont les pays qui entourent la Belgique ou un autre pays que vous avez choisi, oui. Ça, je crois que ça va être la France, ou l'Ukraine, ou un autre pays que vous avez choisi, mais quand même. Après, rédiger, la deuxième tâche, c'est de rédiger quelques lignes pour situer le pays. Sur le modèle du premier paragraphe du message, les élèves ensemble, en sous-groupe, rédigent quelques lignes pour situer leur ville et indiquer quels sont les pays frontaliers. Les élèves peuvent également rédiger individuellement la présentation de la situation de leur ville et de leur pays. Ils mettent ensuite en commun leur production afin de garder la meilleure présentation ou d'en élaborer une à l'aide des meilleures. Encore, la tâche finale, c'est de présenter bien sûr les gens de cette ville, donc les élèves individuellement. Sur le modèle du paragraphe, ils rédigent une brève présentation des gens de leur ville et ils la présentent dans le sous-groupe et ils se corrigent mutuellement et ensemble à l'aide des différentes présentations et finalement, ils en rédigent une nouvelle plus complète. Comme ça. OK. Donc, maintenant, encore une question pour vous. Qu'est-ce que vous utilisez pendant votre travail? Quels exercices, quels jeux, quelles activités vous, personnellement, vous utilisez en classe
pour favoriser l'interaction. Peut-être vous aimez, si vous travaillez avec les adolescents, désolé, avec les enfants, vous aimez organiser les petites scènes ou vous aimez mimer ces scènes. Peut-être vous chantez des chansons. Je crois que ça touche aussi les adolescents et les élèves des classes terminales. Mais je vais regarder. Le jeu de loup-garou. C'est intéressant, le loup-garou. Moi, je ne le connais pas. Je ne connais pas ce jeu. C'est intéressant. Je vais googler, je vais surfer à la fin, après notre webinaire. Je vais chercher quelque chose, c'est intéressant. Le théâtre, oui, comme j'ai déjà dit, peut-être les scènes théâtrales pour animer le travail avec les enfants. Je crois que tous les élèves de n'importe quel âge aiment jouer les scènes, aiment jouer en général. Quoi encore, s'il vous plaît? Vous êtes plusieurs aujourd'hui. Oui, je vois le nombre de nos participants d'aujourd'hui. On fait des dialogues spontanés. Oui, c'est ça, c'est très bien. Mais à mon avis, je crois que ça touche plutôt les élèves qui savent déjà parler. Ça dépend, mais peut-être de l'âge de 14, 15 ans, comme ça, je peux me tromper, mais c'est bien. Le jeu mot tabou, oh, c'est intéressant. C'est ça. Les mots tabous comme, désolé, comme les gros mots ou les mots qu'on est interdit à prononcer pendant la classe. De quoi s'agit-il? Madame Oksana Prokhorovic, c'est intéressant. Donner la parole à chacun, sortir chaque enfant de la place dans laquelle il a pu être catégorisé en le mettant en valeur. Oh, c'est intéressant. Donner la parole à chacun, oui, c'est très bien, toujours. C'est très bien parce que quand il y a beaucoup d'élèves dans la classe, comme j'ai déjà dit, en France, c'est bien au maximum, oui, d'avoir 20 élèves. Mais en Ukraine, je me rappelle encore très bien qu'on, par exemple, dans ma classe, il y avait presque 30 élèves et c'était difficile, je crois que c'était très difficile pour le professeur de donner à chacun la parole. Les cartes et les images qu'il faut relier, c'est très bien, oui, c'est ça. Faire mimer les activités ou les professions, ça sert à mémoriser. Oh, désolé, je ne vois pas ah non, à mémoriser le lexique. Oui, très bien. Le but du jeu est de faire deviner un mot à ses coéquipiers. Oui, c'est ça, un bon mot, coéquipier, sans utiliser certains mots interdits ou tabous. C'est ça, merci beaucoup. Oui, Oksana Prokhorovic, merci beaucoup. Oui, j'ai compris. Faire deviner un personnage connu à partir d'un poster avec une centaine de persos. On peut décrire à la fois l'apparence aussi bien que le métier, le rôle dans la culture. Là, oui, c'est très bien, merci beaucoup. On écrit des scènes théâtrales et on les joue. Oui, c'est ça, les scènes théâtrales, c'est toujours très bien, je crois que ça aide toujours. 10 ou 12 personnes dans le groupe à l'école spécialisée. Oui, c'est ça. Mais vous savez, Madame Yulia Choufrich, oui, 10 ou 12 personnes, c'est très bien. C'est déjà le sous-groupe dans les écoles, comment dire, dans les écoles générales, oui, comme ça. Dans les écoles spécialisées, oui, c'est bien. Moi, j'ai fini une école qui a été spécialisée sur la langue française. Maintenant, elle n'est plus spécialisée. Numéro 49,
peut-être quelqu'un la connaît. Et là-bas, on avait, de temps en temps, on nous divisait et on avait 10 à 12 personnes au maximum. Créer une histoire à la base d'une série d'images, oui, c'est ça, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup cette façon de travail. Merci beaucoup pour vos réponses. On va continuer. Merci beaucoup. Maintenant, on va déjà conclure notre webinaire. Je voudrais dire aussi que dans une pédagogie de type traditionnel, les capacités de mémorisation et de compréhension et d'application sont fortement sollicitées. Et on explique une règle de grammaire et on demande à l'élève de l'apprendre par cœur, de la mémoriser avant de vérifier par un exercice d'application si elle a été apprise et comprise. Dans le cas des exercices structuraux, ce schéma fonctionne. L'apprenant transformera sans peine et automatiquement l'un des éléments présents dans l'exercice structural. Mais sera peu capable de fournir la structure exacte lorsqu'il en aura besoin pour communiquer. Aujourd'hui, on fait fréquemment appel en tout premier lieu à la capacité d'analyse des apprenants. On considère en effet que la réflexion personnelle est un facteur d'acquisition, un phénomène linguistique dont on comprend le fonctionnement par l'observation, la comparaison, la réflexion, l'analyse s'assimile mieux et se grave profondément dans la mémoire sans qu'il soit besoin de l'apprendre par cœur. Et ce phénomène pourra être rappelé par l'apprenant au moment où, dans son désir d'expression, il en éprouvera le besoin. L'approche communicative ou actionnelle de l'enseignement des langues postule que pour que l'apprenant puisse communiquer en langue étrangère, on doit lui donner les moyens de se constituer un bagage personnel d'outils linguistiques que lui permettront d'atteindre ses objectifs d'apprentissage. Ces moyens ne sont pas des explications, mais des stratégies de découverte. Le rôle de l'apprenant s'arrête là. Et dans ce jeu de découverte et d'acquisition, c'est maintenant à l'enseignant de conceptualiser puis systématiser les découvertes. Oui? C'est-à-dire de replacer dans un contexte méthodique ce qui a été mis à jour par la déduction. Et cela permet d'une part de renforcer la conviction de l'apprenant que sa découverte a été importante, oui, puisqu'elle entre dans un système organisé, et d'autre part, de faire prendre conscience que cette nouvelle acquisition a désormais un statut officiel qui n'est du coup aux apprenants et non au seul enseignant. Cette nouvelle acquisition vient compléter le bagage linguistique mobilisable en cas de sollicitation ou de besoin. Et cette étape de conceptualisation et de systématisation ne signifie pas que l'acquisition est définitive. Oui, ce serait oublier que rien n'est jamais acquis, mais simplement qu'elle est en bonne voie. Maintenant, vous voyez les couvertures de livres dont j'ai utilisé aujourd'hui pour ce webinaire, pour vous montrer des exercices. Vous pouvez toujours, si vous les utilisez, si vous ne les utilisez pas et vous utilisez quelque chose autre, oui, c'est-à-dire les autres manuels, je vous conseille toujours d'utiliser non seulement les livres de l'élève, oui, mais aussi les guides pédagogiques ou les livres du professeur, parce que là-bas, vous allez trouver les conseils, vous allez trouver aussi les astuces, comment améliorer, comment favoriser cette interaction. Vous voyez maintenant ici tout le contenu oui, de ces manuels. À mon avis, la plus
le manuel le plus intéressant, c'est parmi tous ces manuels, c'est Pixel Novo parce qu'il a beaucoup de choses supplémentaires pour améliorer les leçons, oui, comme mon livret de grammaire, comme le fichier d'évaluation inclus, comme ça. Donc, maintenant, vous voyez nos comptas. Nous sommes, notre entreprise est un distributeur officiel de clés internationales en Ukraine. Vous voyez notre nouvelle adresse si vous habitez à Kiev. Oui, notamment à Kiev, parce que dans les autres villes, notre adresse n'a pas été changée. Mais à Kiev, nous sommes maintenant, nous nous trouvons maintenant, on se trouve maintenant sur la rue Nijny Val à Kiev. Et au-dessous, vous voyez le site officiel oui, de notre entreprise linguiste. Ici à gauche, oui, à gauche, il y a un secteur, la langue française. Si vous cliquez sur ce secteur, vous allez trouver toutes les choses nécessaires. Si vous ne les trouvez pas, vous pouvez toujours visiter le site officiel de Clé Internationale. Malheureusement, on n'a pas maintenant ce site, mais vous pouvez googler cléinternationale.com et vous allez le trouver. Maintenant, ce sont mes contacts. Encore une fois, je m'appelle Julie Tansura. Peut-être quelqu'un me connaît déjà parce que j'ai passé quelques webinaires et quelques séminaires partout en Ukraine. Peut-être vous me connaissez. Sinon, je suis très ravie de faire connaissance avec vous. J'espère que vous aussi. Au-dessus, vous voyez mon courriel électronique flair@linguiste.ua. Si vous avez des questions concernant ce webinaire, ou non seulement, oui, ce webinaire, vous travaillez avec le manuel et vous avez les questions à me poser, n'hésitez pas à m'écrire et à me poser des questions. Si cela concerne la méthodologie, si cela concerne les prix de livres ou les prix de livres, malheureusement, je ne pourrai pas vous répondre, mais concernant les nouveautés, comme s'il y a quelqu'un qui travaille avec Alexis Zoé, il y a maintenant quelques nouveautés. Vous pourriez les trouver sur le site officiel de Clé Internationale, etc. Donc, toutes les questions concernant les manuels et la méthodologie. Donc, encore une fois, je vais vous dire encore une fois que dans 1 heure, vous allez recevoir le certificat, c'est-à-dire vérifier votre courriel. Oui, si vous n'obtenez pas le certificat, écrivez-moi flay@linguiste.ua et je vais essayer de vous aider. Et donc, c'était le webinaire consacré à la favorisation de l'interaction pendant la classe, oui, dans la classe parmi vos élèves. J'espère bien que tous les exercices qui ont été utilisés aujourd'hui seront fructueux pour vous. Merci pour votre attention. Merci beaucoup encore une fois de ma part, personnellement. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère bien que vous avez aimé. Désolée, je me suis souvenu que je devais répondre à une question.
Madame Irina Ouraeva m'a posé une question, quelle méthode moi j'utilise. Donc, tout ce que je vous montre dans ma présentation, tout ce que je vous ai montré dans ma présentation, j'utilise toujours. J'aime beaucoup aussi les scènes théâtrales, j'aime beaucoup cela. J'aime beaucoup les jeux interactifs avec mes élèves, j'aime beaucoup parler avec les élèves. Oui, les méthodes sont pour le public différent. Oui, c'était le but de ce webinaire et ce sera toujours le but. Non seulement pour, comment dire, ce sont les méthodes pour tous les âges. Oui, comme ça. J'espère bien que j'ai répondu. Sinon, écrivez-moi les questions sur mon courriel. Maintenant, c'est la fin. Merci encore beaucoup. Merci pour votre attention et au revoir. À la prochaine fois.